Il a fallu se lever très tôt ce week-end si vous voulez suivre le Grand Prix de Las Vegas et il l'a fait. Max Verstappen a remporté son 4e titre de champion du monde de Formule 1. Alors on a eu le droit quand même à un week-end ultra particulier avec les températures très basses aux États-Unis et on a eu le droit à des stratégies, à des débats, à des petits clashs mine de rien. Aujourd'hui on va revenir sur ce Grand Prix de Las Vegas, on va revenir sur notre nouveau quadruple champion du monde de Formule 1 et mine de rien ce qu'il y a encore à suivre sur la suite de cette saison de Formule 1. Mais juste avant, si vous étiez comme moi et que vous vous êtes levé ou alors vous n'êtes pas couché pour suivre le Grand Prix de Las Vegas, vous avez dû être sacrément fatigué, n'est-ce pas? Moi qui ai fait le react du Grand Prix à 6 h du mat sur Twitch, autant vous dire que j'étais bien crevé pour écrire cette vidéo et j'ai une solution et je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est ça, Holy Energy, un partenaire de la chaîne et je vais vous en parler car il sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Holy Energy, c'est une solution alternative pour les boissons énergisantes et elle a beaucoup d'avantages. D'un point de vue santé, déjà, les boissons sont sans taurine, sans sucre et sans arôme artificiel. Elles sont beaucoup moins caloriques que ce que vous pouvez trouver en magasin ou sur le marché. Et surtout, il y a un avantage, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est booster, ça vous évite d'acheter des canettes, des bouteilles. Et pour l'environnement, mine de rien, c'est un petit geste très important. L'avantage du Holy Energy, c'est que ça vous donne un petit coup de boost durant toute la journée grâce à la New Caf. C'est de la caféine cristallisée qui va permettre de durer durant toute la journée et ça vous évite le coup de barre après avoir bu une canette ou un café. Si jamais vous ne connaissez pas Holy, sachez qu'il y a 3 gammes de boissons chez Holy. Il y a le Holy Energy, c'est ce que je vous ai présenté. Vous avez aussi le Holy Iced Tea et le Holy Hydration qui vous permet de mieux récupérer après une séance de sport par exemple. Si jamais vous souhaitez tester et découvrir Holy Energy, je vous conseille d'acheter ça. C'est les petites boîtes d'échantillons qui coûtent pas très cher et qui vous permettent de tester différentes gammes de boissons ou alors différents goûts et de vous faire un avis justement sur ce que Holy propose. Moi je vous avoue que j'ai mes boissons préférées comme le Holy Energy cerise ou alors justement le tout dernier goût qui est sorti pour Halloween, celui-là à l'orange qui est très bon. Le lien sera dans la description. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. Vous avez un code HYDRO qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Merci encore à Holy qui nous soutient dans nos projets cette année et l'année prochaine. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et me dire si jamais vous commandez ou vous testez des boissons, n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Et sans plus tarder, c'est le moment de parler du Grand Prix de Las Vegas 2024 et de revenir sur le titre de champion du monde de Max Verstappen. Bon, comme chaque récap, on va commencer par le conseil de classe. On va commencer par notre premier élève et ça me brise le cœur de devoir le mettre dans le conseil de classe, c'est Franco Colapinto. Il avait fait un si bon début de carrière, entre guillemets, depuis Monza et là, les 2 dernières courses ont été assez compliquées. Voilà, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, il y a eu quand même 2 accidents au Brésil, 2 voitures cassées et là, de nouveau, en séance de qualification, Franco Colapinto se met dans le mur et détruit sa Williams. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, Franco Colapinto a quand même eu un impact de 50 G, c'est énorme. Heureusement, lui n'a rien eu, mais du coup, il est parti de la pit lane. Il a détruit sa voiture. Et vu la course qu'on a eue, je pense que s'il était allé au bout et qu'il était passé en Q3, on aurait pu avoir un très bon résultat pour le pilote argentin. On peut aussi ajouter Albon, mine de rien, dans ce conseil de classe, qui a eu un problème turbo et qui a abandonné pendant le Grand Prix alors qu'il était dans les points. Donc là, la fin de saison de Williams est quand même très difficile. Je pense que les mécaniciens, les ingénieurs, tout le monde chez Williams a hâte que la saison se finisse. Il va falloir faire attention, mine de rien, niveau des pièces et du budget de cap. Pas trop casser de voiture pendant les 2 prochaines courses et ne pas prendre des pénalités sur la fin de saison. Deuxième élève du conseil de classe, et là pareil, je m'attendais pas à le mettre, c'est Oscar Piastri. On va mettre une heure de colle très clairement à Oscar Piastri qui pour moi réalise une fin de saison très mauvaise. C'était déjà le cas l'année dernière, je me souviens bien, j'avais remis en question justement sa fin de saison, je me disais que c'était un rookie, que c'était normal, il découvrait les circuits. Là, 2e année, l'excuse marche un petit peu moins bien et il y a un nombre d'erreurs, il y a un manque de rythme crucial dans cette fin de saison. On rappelle que McLaren joue le titre constructeur face à Ferrari, mais là, Oscar Piastri, sur la fin de saison, je trouve, est loin d'être à son top niveau. Il y avait déjà eu des erreurs au Brésil, il y avait déjà un manque de rythme avant le Brésil. Là, encore une fois, une erreur sur la grille. Moi, je vous le dis, je suis un petit peu déçu parce que je sais que Oscar Piastri peut faire mieux et j'espère que l'année prochaine,
ça ira mieux en fin de saison. Attention quand même au Qatar, parce que l'année dernière, on rappelle qu'il avait gagné la sprint. Donc pourquoi pas se relancer pour la fin de saison avec le prochain Grand Prix qui aura lieu le week-end prochain. Mais là, j'avoue que niveau constructeur, je pense que McLaren se pose quand même quelques questions et qu'il va vite falloir agir pour que Piastri remarque des bons résultats. Et puis pour le troisième élève, j'ai un petit peu cherché, j'étais en mode putain mais de qui on va parler? Perez, on en parle tout le temps, Stroll, inutile d'en parler, il avait même pas team radio pendant la course, sa radio ne fonctionnait pas. Au final, j'ai décidé de mettre Haas dans le conseil de classe. Haas qui du coup récupère la 6e place au constructeur. C'est un mélange parce que quand on dit Haas, je pense directement à Hülkenberg aussi qui termine 8e de ce Grand Prix de Las Vegas. Encore une très grosse performance du pilote allemand qui réalise, moi personnellement je trouve, sa meilleure saison en Formule 1. Haas a repris l'avantage dans cette bataille pour la 6e place au constructeur devant Alpine et Racing Bulls. Il va rester encore 2 courses, l'écart est très fin entre ces 3 équipes, on va en reparler après. Mine de rien, j'espère que Hülkenberg profite bien de la voiture qu'il a cette année parce que je rappelle l'année prochaine, il sera chez Kick Sauber avec Bortoleto. Pas sûr qu'il fasse les mêmes résultats avec Kick et ça risque d'être bien plus compliqué en 2025. Premier sujet de ce récap, on va commencer par parler de Alpine qui avait fait sensation au Brésil avec un double podium. Ils avaient récupéré la 6e place au classement constructeur et là, on arrive à Las Vegas et on se dit le rêve continue. Pierre Gasly se retrouve en 3e position sur la grille, une qualification exceptionnelle. Certes, Gasly n'aurait pas joué la victoire, il n'aurait pas joué les podiums, mais en partant 3e, tu te dis bon, il y a quand même des gros points à aller chercher sur la fin de saison. Il y a quelque chose à faire. Malheureusement pour Alpine, la course a été désastreuse. Aucun point marqué par l'écurie franco-anglaise, on va dire. Déjà, la course tourne un petit peu au drame au niveau du premier pit stop de Esteban Ocon, qui faisait quand même une très bonne course, qui était bien placé pour essayer de marquer des points. Au moment de s'arrêter, Esteban Ocon rentre au stand, on lui demande de s'arrêter et de faire l'opposé de Nico Hülkenberg. Il rentre dans la voie des stands et devinez quoi? Aucun mécanicien n'est prêt pour l'arrêt d'Esteban Ocon. Personne n'est sorti. Esteban Ocon, du coup, traverse la voie des stands sans que personne l'arrête et Esteban Ocon re-rentre au stand un tour plus tard. En gros, si on résume ça, il s'est auto-pénalisé d'un drive-thru. Il a tout seul perdu 18 secondes dans son Grand Prix et quand on voit la suite de la course, et ben au final, Ocon aurait pu se battre pour des petits points pour la 9e ou la 10e position. Donc déjà là, Alpine, il y a une énorme erreur d'un point de vue exécution. Et puis ensuite, Pierre Gasly. Pierre Gasly qui avait essayé de tenir au début du Grand Prix. Lors de son premier arrêt au stand, il effectue un mauvais pit stop. Ressort juste derrière Yuki Tsunoda. C'était très chaud. Yuki Tsunoda a tapé le panneau en polystyrène de la sortie des stands à 2 doigts de se mettre dans le mur. Et en plus de la perte de position, ça va être une perte de puissance qui va ruiner le week-end de Pierre Gasly. Abandon, casse moteur pour Alpine. Alors autant vous dire que ça tombe mal parce que la veille, on faisait les louanges du moteur Alpine, du moteur français d'Iri-Châtillon. Le lendemain, le moteur part en fumée. Ça la fout un petit peu mal, il faut le dire. Ça me fout vraiment le seum pour Alpine et les 2 pilotes français parce qu'il y avait vraiment une occasion d'enfoncer le clou et d'assurer cette 6e position au constructeur. Et là, c'est une grosse occasion manquée. Et en plus de ça, ça permet de refaire parler sur le changement de moteur et de passer au moteur Mercedes parce que encore une fois, Alpine perd des gros points aujourd'hui à cause de la fiabilité du moteur. C'est le 3e abandon pour Pierre Gasly cette année après Jeddah où il a eu un problème, je crois, de boîte de vitesse et la Hongrie, c'était un problème hydraulique. Cette fois-ci, j'ai pas trouvé encore la cause de la panne technique, mais c'est sûr, c'est que c'est le moteur qui a lâché à Las Vegas. Si on regarde le classement constructeur, Alpine du coup perd une position au profit de Haas qui récupère cette 6e place au constructeur. L'écurie américaine a 50 points, Alpine est 1 point derrière avec 49 points et Racing Bulls pour l'instant est à 4 points de Haas. Donc cette bataille constructeur est encore totalement ouverte, tout est à jouer et je pense qu'on n'aura pas la réponse avant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Alors là vraiment, c'est la surprise de ce Grand Prix de Las Vegas. Quelle masterclass de la part de Mercedes. Doublé, victoire de George Russell devant Lewis Hamilton. On savait que Mercedes allait s'en sortir. Au vu des températures fraîches, on sait que c'est quelque chose qui plaît énormément à la Mercedes. Mais dès les séances d'essai, on a compris que la Mercedes était vraiment sur un rythme dans une autre galaxie. Personne n'était aussi rapide que les Mercedes ce week-end. Moi, ce qui me fume avec cette voiture et cette équipe pour cette année, c'est que Mercedes ne comprend pas et n'arrive pas à prédire les Grands Prix où Mercedes performe. En fait, on a l'impression que les bonnes performances leur tombent dessus
ils subissent les bons résultats et qu'ils n'arrivent pas à contrôler justement cette performance et à l'extraire au moment voulu. Comme je vous l'ai dit, dès les séances d'essai, Mercedes était devant avec Lewis Hamilton. En qualification, malheureusement, Lewis commet une petite erreur qu'il met 10e sur la grille. Donc ça, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir une très belle bataille entre les Mercedes. Mais de l'autre côté, George Russell, exceptionnel ce week-end. Pole position devant Carlos Sainz. Une course parfaite, très bien défendue pour la tête de la course. Et puis après, il s'est envolé. Il a très bien géré son rythme, très bien géré ses pneus. Il a réalisé le week-end parfait. J'ai envie de dire enfin pour George Russell parce qu'il y avait aussi une petite statistique qui commençait à naître autour de lui et ses pole positions. Hongrie 2022, Canada 2024 et Silverstone 2024, 3 pôles, 0 victoire. Il a enfin converti cette pole position et je pense que ça va faire un grand bien à Mercedes. Bon, de l'autre côté, on va parler de Lewis Hamilton qui partait certes 10e mais qui a effectué une course exceptionnelle. Pilote du jour, bien évidemment, la stratégie, la gestion des pneus, les dépassements, l'intelligence de course, tout était réuni pour une méga performance de Lewis Hamilton. C'est techniquement le premier doublé depuis le Brésil 2022 pour Mercedes. Alors, il y avait eu la Belgique cette année, mais Russell a été disqualifié. Et surtout, avec la victoire de Russell, c'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 que 7 pilotes différents gagnent au moins 2 courses dans une même saison. Et ça prouve à quel point cette saison a été folle et à quel point la performance a été élevée en 2024. Moi, je vous avoue que je suis très heureux de la performance de Lewis Hamilton parce qu'après ce qui s'est passé au Brésil et les déclarations du jeudi, Hamilton disait qu'après la course du Brésil, il n'avait pas forcément envie de revenir, il aurait préféré être ailleurs. Ça me rassure de voir un Lewis Hamilton encore en grande forme, capable de performer. J'ai aucun doute, en tant que fan de Ferrari, que l'année prochaine, ça va très bien se passer au sein de la Scuderia, aux côtés de Charles Leclerc. Et j'ai vraiment très hâte que Hamilton rejoigne Ferrari parce que je pense qu'il y a de grandes choses à faire. Pour Mercedes, l'objectif sur cette fin de saison, il n'y a plus grand chose à jouer, ni aux constructeurs, ni aux pilotes. Je pense que l'objectif est vraiment de comprendre comment la voiture fonctionne, essayer de trouver des solutions pour 2025 et surtout être capable de générer cette performance, de ne pas la subir, être capable de contrôler à quel moment la voiture performe pour pouvoir l'avoir le plus souvent possible en 2025. Bon, on parlait de Ferrari, on va passer au sujet qui fâche et qui a fait beaucoup parler après le Grand Prix, les tensions au sein de la Scuderia Ferrari. Ferrari était annoncé comme favori à Vegas. C'était un circuit qui correspondait très bien à cette voiture et rapidement, on s'est rendu compte que le gros problème de la Ferrari, c'est les températures basses. Et Ferrari a énormément souffert ce week-end, surtout Charles Leclerc. Malgré un bon départ où Charles passe de la 4e à la 2e position en doublant Gasly et Sainz au virage 1, le reste de la course a été catastrophique pour Ferrari, que ce soit dans le rythme, dans la gestion des pneus, dans l'exécution des arrêts au stand et de la stratégie. C'est tout l'opposé de Mercedes. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ce Grand Prix de Vegas avec les Ferrari, c'est qu'au début de la course, les Ferrari ont décidé de mettre la pression à George Russell et donc d'attaquer beaucoup plus dans les pneus. Et très rapidement, les Ferrari ont eu du graining. Et c'est là où Charles Leclerc s'est effondré. Leclerc a perdu quasiment 10 secondes en l'espace de 3-4 tours. Ce graining a donc forcé les pilotes Ferrari à rentrer au stand et donc en cascade à faire rentrer tous les autres pilotes. Et au final, on s'est retrouvé avec une stratégie à 3 arrêts au stand, alors que de base, Pirelli avait prévu un seul arrêt, une stratégie en medium hard. Là, tous les pilotes ont fait entre 2 et 3 pit stops. Après les arrêts au stand, du coup, Carlos Sainz se retrouve devant Charles Leclerc et d'un seul coup, Charles Leclerc va plus vite que Carlos Sainz. Et alors là, c'est le moment où Ferrari se mélange totalement les pinceaux. On n'écoute plus les pilotes, on décide de faire des choses que les pilotes ne veulent pas faire. Les pilotes veulent rentrer au stand, Ferrari dit non. Bref, ça a été le chaos total. On a donc demandé à Carlos Sainz de laisser passer Charles Leclerc qui avait beaucoup plus de rythme et qui pouvait potentiellement revenir sur les leaders pour aller chercher des points. Au même moment où on fait ça, Carlos Sainz doit rentrer au stand, puis ressort de la voie des stands, coupe totalement la ligne blanche. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de pénalité sur cette action-là. Carlos Sainz, ça faisait déjà plusieurs tours qu'il voulait rentrer au stand, qu'il disait que les pneus étaient morts, qu'il n'avait plus de rythme et qu'il fallait changer de pneus. D'ailleurs, après la course, les simulations ont révélé que si Ferrari avait écouté Sainz et que Sainz s'était arrêté 2 tours plus tôt, et ben Sainz serait ressorti devant Lewis Hamilton et aurait pu se battre du coup avec la Mercedes. Donc encore une fois, il y a eu une très mauvaise gestion et c'est à partir de là que le drame commence entre les deux pilotes Ferrari. On a demandé à Carlos Sainz à la sortie des stands de ne pas dépasser Charles Leclerc pour qu'il puisse mettre en température ses pneus et
qu'il puisse pourquoi pas emmener son coéquipier rattraper les leaders vu que Sainz était en difficulté. Consigne qui n'a pas été respectée de la part de Carlos Sainz, d'où la fameuse team radio de Charles Leclerc qui dit à Ferrari demandez-lui en espagnol, peut-être qu'il comprendra. Carlos Sainz décide de redépasser Charles Leclerc et à partir de ce moment-là, Leclerc est obligé de laisser un espace pour prendre soin de ses pneus et ne pas re-avoir du graining sur ses nouveaux pneus hard. Une chose qui n'a pas du tout plu à Leclerc et ensuite la team radio d'après-course où Charles Leclerc s'est totalement déchaîné sur son ingénieur et sur la Scuderia. Charles Leclerc l'a dit lui-même, il en a marre de se faire baiser, désolé du terme, il en a marre d'être trop gentil et même pas au final être trop gentil mais juste respectueux des consignes d'équipe et qu'à chaque fois c'est lui qui se fait piéger parce que son coéquipier n'écoute pas les consignes de Ferrari. Bon, vous rajoutez à ça le fait qu'il n'ait pas coupé sa team radio et qu'il commence à insulter son ingénieur et se foutre de sa gueule. Voilà, c'était un Charles Leclerc très énervé après le Grand Prix mais que je peux comprendre. Combien de fois depuis le partenariat entre Sainz et Leclerc on a vu Carlos Sainz ne pas respecter les consignes? Combien de fois Leclerc s'est fait avoir par la gestion de Ferrari, que ce soit stratégique ou au niveau des team orders? Il y a un moment où il faut prendre parole, il y a un moment où il faut gueuler, il faut taper du poing sur la table et c'est ce que Charles Leclerc a fait. Au vu du comportement de Sainz en interview, des mots utilisés et le comportement surtout corporel où il dit qu'il ne veut pas commenter ce qui s'est passé et qu'il préfère en parler à Charles d'abord avant d'en parler aux médias, je pense que Charles n'est pas totalement dans le tort. Je pense que Carlos n'a pas vraiment respecté le plan initial de Ferrari. Ça, moi je le saurais jamais, je bosse pas chez Ferrari. Bon, au final, d'un point de vue comptable, Ferrari perd un peu des points. Alors certes, ils en marquent plus que McLaren, mais Ferrari s'attendait à faire mieux. Au classement constructeur, Ferrari du coup se retrouve à 24 points de McLaren, ce qui est pas énorme, mais je pense que au Qatar, McLaren sera bien plus rapide. Red Bull est à 50 points. Pour moi, c'est terminé le constructeur pour Red Bull. Ça se joue entre Ferrari et McLaren et je pense que le prochain Grand Prix, McLaren risque d'être très fort. Donc là, Mercedes, indirectement, viennent de jouer un énorme rôle dans la bataille au constructeur. Dites-moi ce que vous pensez pour la fin de saison, pour vous, qui va remporter ce titre constructeur entre McLaren et Ferrari. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé des déclarations de Charles Leclerc à la radio. Est-ce qu'il a eu raison de s'énerver ou alors est-ce que c'était un petit peu too much? Je suis obligé de terminer par ça. Aujourd'hui, Max Verstappen a remporté son 4e titre de pilote. 4e titre consécutif. Est-ce que vous vous rendez compte? Seuls Schumacher, Vettel, Hamilton et Fangio ont réussi à faire pareil. Il remporte donc son 4e titre. Il a actuellement 60 victoires en Formule 1, 40 pole position. Il a 8 victoires en 2024. Mais surtout, ce que je retiens, moi, personnellement, c'est le fait qu'il ait gagné le titre dans une voiture qui était loin d'être une voiture dominante, ni même la meilleure voiture en 2024. Pour moi, je vous le dis, je suis loin d'être fan de Red Bull. Je suis loin d'être fan de Verstappen, vous le savez, mais je suis obligé aujourd'hui d'en parler. Je pense que Verstappen est en train, et peut-être même déjà devenu, l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen n'a absolument aucun défaut d'un point de vue pilotage. Il est agressif, intelligent, rapide, il sait défendre, attaquer. Verstappen, je vous le dis, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher en tant que pilote. Pour ce Grand Prix de Las Vegas, c'était pas entre guillemets facile, mais il fallait juste terminer devant Lando Norris pour s'assurer du titre. C'est ce qu'il a fait, mais encore une fois, dans une voiture où ça partait très mal. Ils ont quand même dû couper l'aileron arrière à la ponceuse parce qu'ils n'avaient pas ramené le bon aileron arrière. Et pourtant, Verstappen réussit à se mettre devant Norris en qualification. Verstappen réussit à peut-être aller chercher un podium. Bon, je pense qu'en fin de course, il voulait pas trop se battre contre les Ferrari. C'est ce qu'il a sous-entendu à la radio. Bref, pour moi, Verstappen mérite totalement ce titre en 2024. Est-ce que c'est l'un des plus beaux? Avec 2021, il y a peut-être débat, je vous laisse me dire dans les commentaires. Un petit peu déçu pour Norris, forcément. J'aurais bien aimé que la bataille aille au moins jusqu'à Abu Dhabi. Je pense que très clairement, McLaren ne peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. J'ai vu des déclarations comme quoi Lando Norris ne pouvait pas grand-chose, qu'il avait perdu le titre dans les 7 premières courses, ou alors que la Red Bull, même si ce n'était pas la meilleure voiture, elle était suffisante pour gagner le titre. Je suis pas totalement d'accord avec ces déclarations. Verstappen a été très intelligent à des moments clés, comme par exemple en Autriche, comme par exemple au Kota ou au Mexique, où certes des fois il a fallu être pénalisé, il a fallu être le méchant dans l'histoire pour s'assurer de marquer des points et de limiter la casse. Mais sinon, si on regarde seulement McLaren, le nombre de points perdus pour Norris à cause de la mauvaise gestion. Canada, mauvaise stratégie. Espagne, on prend la Hongrie, 7 points de perdus sur Piastri. Monza avec le premier virage, normalement le deuxième, pardon, normalement, McLaren aurait dû figer les positions et ça aurait été un doublé facile pour McLaren. Je pense que McLaren peut quand même s'en vouloir au vu de la situation auprès de Lando Norris en tout cas. On verra ce que l'année prochaine nous réserve. Peut-être que Lando Norris pourra revenir et cette fois-ci remporter son premier titre face à Red Bull et face à Verstappen. J'ai une petite stat, moi, que j'ai trouvé qui me terrifie. Voilà, il faut que je vous la partage. Depuis le Grand Prix de Monaco, Max Verstappen a marqué 199 points, soit 14 courses et 2 sprints, si je dis pas de bêtises. Je vous laisse deviner, je vous laisse un tout petit temps pour deviner le nombre de points que Perez a mis depuis le Grand Prix de Monaco. 43 points.
43 points, les gars. Perez se fait atomiser dans tous les sens. Vraiment, la performance est ridicule. Encore ce week-end, donc c'est terrifiant de voir à quel point Verstappen a su maintenir le bateau chez Red Bull. C'est terrible. Une deuxième petite stat qui me fait beaucoup rire, c'est que Verstappen a battu le record de Sébastien Vettel de jours entre le premier et le quatrième titre. Verstappen est le pilote qui a gagné ses 4 titres consécutifs le plus rapidement parmi toute la liste parce que le Grand Prix avait lieu le samedi. Il l'a battu d'un jour. Vettel a mis un jour de plus que Verstappen a remporté son 4e titre. Et là, vu que la course était samedi soir à Vegas, Verstappen, du coup, détient ce nouveau record. C'est marrant. Voilà, c'est un petit détail funny. Je sais pas si Verstappen va dominer cette fin de saison. Je sais pas ce que Red Bull va nous préparer pour les 2 dernières courses de la saison. Mais voilà, je pense qu'on peut tous être d'accord que cette saison a été exceptionnelle pour Max. Elle a été très difficile, ça c'est sûr. Mais qu'aujourd'hui, on est tous forcés d'admettre, que vous l'aimiez ou non, que Verstappen fait partie des plus grands de l'histoire de notre sport. Bon, mon hydro prono, comme d'habitude, désastreux. Ouais, faudrait que je fasse le point pour Abu Dhabi pour voir un petit peu si j'ai quand même eu des pronos justes. Parce que là, depuis le début de la saison, j'ai l'impression que je fais que des mauvais pronos. J'avais mis une pole position de Charles Leclerc et une victoire de Leclerc devant Verstappen et Norris. Spoiler alerte, aucun des trois n'est sur le podium. Russell a pris la pole. Dans les commentaires, on a trouvé quand même des personnes qui avaient confiance en Mercedes, comme par exemple Spidey, qui avait mis pole de Norris, doublé de Mercedes avec la victoire de Russell, P3 Verstappen, P4 Leclerc. Sur les 4, il y en a quand même 3 de bons, donc félicitations. On a aussi LWS qui avait mis pole de Russell, c'est juste. Victoire de Verstappen, non. Hamilton deuxième, oui. Lando troisième, non. Bref, il y en a qui l'avaient senti quand même, la Mercedes à Vegas. Pour Abu Dhabi, on est sur un week-end sprint et je rappelle qu'on ne compte que la qualif et la course longue. Je vois très clairement une pole position de Lando Norris. Je vois une pole position de Lando Norris avec une victoire de Lando Norris. Pour moi, Oscar Piastri terminera deuxième de ce Grand Prix du Qatar et je pense que Charles Leclerc terminera troisième. J'ai du mal à voir les Mercedes bien performer. Red Bull, j'ai quand même du mal aussi à imaginer Red Bull être bon au Qatar. On verra si j'ai eu raison ou non la semaine prochaine au prochain récap. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce Grand Prix de Las Vegas. Comme d'habitude, je prends le temps de lire tous les commentaires. N'oubliez pas le lien Oli Energy dans la description et le code HYDRO pour faire une petite commande si vous souhaitez tester Oli Energy. Nous, on se retrouve mercredi pour la Cool Room de Adrien Fourmeau, pilote de WRC. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain récap du Grand Prix du Qatar. En attendant, passez tous une très bonne semaine. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.